Bonjour tout le monde. Je suis heureux que vous soyez avec nous au nom de l'Association des étudiants noirs de l'Université d'Alberta. Je souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence dans la série du grand. Quand je suis président actuel de l'association, mes collègues Hassan dans les études et le trésorière de notre association. Aujourd'hui, l'événement aura lieu en anglais. Nous offrons l'interprétation ASL et Ligue des signes québécoise. Interprétation simultanée en français et en anglais et le sous-titrage codé. Pour brancher l'interprétation simultanée, vous allez en bas de votre écran, ça précise interprétation et vous pouvez basculer entre la langue de présentation et la langue d'interprétation. Pour fermer le sous-titrage en anglais, naviguez vers le fond de l'écran et cliquez sur Closed Captioning pour le français ou cliquez sur le lien dans la boîte de clavardage. Pour commencer, reconnaître que l'Université d'Alberta est située sur le territoire du traité 6 et le rassemblement pour les autochtones, Cris, Blackfoot, Métis, Makota Sioux, Iroquois, Dene, Ojibwe, Saulteaux, Anishinaabe, Inuit et bien d'autres, dont les histoires, les langues et les cultures continuent à exister, fournissant différentes façons de partager la création. Je présente notre Madame Tate. C'est une chaire de recherche, professeure à l'Université d'Alberta. Elle tient le poste de président d'honoraire de la recherche de l'étude avancée et postes invités de relations ethniques à l'Université d'Helsinki. Ses recherches sont dans le domaine des études de la sexualité, du racisme, hybridité, colonisation, beauté et racisme anti-noir, mélange blanc et noir, et l'esclavage et les libertés. Après cet entretien, elle pourra répondre à quelques questions du groupe. Vous pouvez mettre des questions sur la boîte questions-réponses et participer par gazouillage, utilisant le mot-clic Big Thinking et Congrès H. Merci d'avoir participé. J'offre la parole au professeur Shirley M. Tate. C'est une belle introduction. J'aimerais, en m'invitant à donner cette présentation, c'est vraiment un honneur que d'être là. Encore une fois, depuis plus d'une décennie, je pense à la culture institutionnelle anti-racisme, la honte, la peur, la haine, le dégoût, le mépris. Il s'agit du racisme anti-black, anti-noir, disparaît dans les gaz, mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. Je pense à la touche et l'effet négatif en détectant la licenciation raciste. Je passerai à des disparitions disparition institutionnelle du racisme en raison des post-races, les sensibilités. L'enseignement de la race et du racisme est effacé par la cooptation des universités décolonisant le programme d'études. Je pense au dégoût et au mépris parce que ce sont des rencontres honteuses où les autres, nous, racialisés, et la théorie originaire de noirs sont considérés comme pas tout à fait justes. Je pense à la théorie noire
dépourvu de son potentiel de décolonisation parce que c'est idéologique, comme nous le voyons dans les guerres de culture sur l'insectionnalité et les études critiques de race aux États-Unis, au Royaume-Uni. La vie institutionnelle, c'est l'évitement blanc de ma peau noire, mon regard. Dans une capitale universitaire, j'ai mis l'argent pour mon achat dans la main de la caissière et j'ai dû toucher mon étudiante sur l'épaule pour attirer son attention. Et je me suis trouvé dans l'ascenseur, mais il y a un cordon invisible autour de moi parce que on ne touche pas ma peau, il n'y a pas de contact visuel, je ne serre pas la main. L'évitement de la touche noire nous amène à penser à Jacques Derrida, que la touche, c'est un chemin vers le soi. On peut toucher d'un privilège inouï et invisible de privilège parce que la touche concerne toujours l'autre. Donc, la touche anti-noire affecte notre appartenance. La touche de l'œil suprémaciste blanc élimine l'individualité. Notre présence, une sorte d'absence, nos des pensées noires, selon Lewis Gordon. Le refus blanc de se faire toucher par le noir résiste au sentiment pour et avec la racialisée. Ça reflet du dégoût, du mépris de l'anti-noir. C'est intolérable. Et cette exclusion, la répression et le mépris anti-noir qui maintient un consensus EDI au mi-point entre la tolérance et le dégoût. Le mépris rend inférieur, congédie, ignore. Le mépris veut dire que nous ne méritons pas les faits. On remarque suffisamment pour savoir que nous ne sommes pas dignes de remarquer. Il y a une condescendance pour nous traiter de façon décente. Autrement, on est invisible et complètement la touche communique le dégoût, le mépris, l'intolérance, la condescension. Ce que Derrida décrit comme toucher sans se faire toucher, ça souligne le racisme institutionnel anti-noir. Dans les crimes raciales établis par la tolérance, le dégoût et le mépris, la continuité coloniale du pouvoir assure que la touche raciste blanche peut être niée comme les réflexions de quelqu'un de noir qui est touché à la tête. C'est marque l'autre comme un étranger institutionnel et produit le dégoût et le mépris. Le blâme négatif de la culpabilité blanche, individuelle et institutionnelle. C'est l'ostracisme. Je me trouve beaucoup plus seul. La solitude dérivée de manque d'amitié, de collégialité, une touche qui avoue que je suis devenu par moi-même, par l'autre. Le manque de l'éducation indique des sensibilités post-race, anti-noires dans l'université. La vie psychique du racisme dans les institutions, c'est une école pour un ordre social particulier, des sensibilités post-race où le racisme institutionnel anti-noir disparaît pour éviter le problème de suprématie institutionnelle blanche. La connaissance noire, séparée de la critique de race, est considérée comme racisme sans égard aux couleurs. Comme le dégoût et le mépris circulent le sentiment racial, la transition des faits. C'est la familiarité, la visibilité visible produit sa vie psychique institutionnelle par le pouvoir
du refus de dénier. L'action, inaction raciste maintient la suprématie blanche et privilège et l'ayant droit. Un exemple de suffire ici. Vous trouvez à une conférence dans notre pays, votre chef de département vous raconte par courriel, vous devez partager votre bureau avec une personne inconnue. Quand il n'y a pas de place de l'emploi, on ne vous présente pas à cette personne. Et du qu'évrez l'étranger un jour dans votre salle qui vous regarde avec hostilité avant de dire que sa présence est défiée parce qu'il partage avec vous. Après avoir pensé, vous prenez contact avec votre chef de département pour dire que vous ne pouvez pas partager l'espace avec cet homme inconnu parce que votre rencontre vous met très à l'aise. La réponse, est-ce que vous dites qu'il est raciste? J'ai dîné avec lui, je ne le crois pas. Le partage de la chambre, de la salle va continuer. Si vous avez éprouvé le racisme, utilisez les procédures pour vous plaindre à l'université. Sa collègue féministe noire n'utilisait pas le mot racisme, mais le chef du département féministe décidait que c'était le sujet de la plainte. Elle reprochait à son collègue noir une fausse accusation puisqu'elle avait jugé comme non raciste au cours d'un dîner et niait la responsabilité de ressentir le racisme et de demander d'utiliser les procédures de l'université. Son inaction, laisser en place les arrangements, quoique sa collègue ait éprouvé de l'inconfort. La question, est-ce que vous dites qu'il est raciste? Et la demande d'utiliser les procédures universitaires, c'est pour mettre en silence le plaignante, parce que les plaintes menacent le consensus post-race. Le racisme est déniable, mais se produit quand même, produisant des mélancolies individualisationnelles dans la vie de l'institution. Pour les institutions, mélancolie a des aspects de dégoût et de mépris à côté de la culpabilité, de la honte, parce que c'est un espace possible, impossible pour les sensibilités prospères qu'on cherche. Pour les particuliers, le racisme ne peut pas fondre. Nous ressentons la honte parce que nous sommes affectés, parce que nous les contacts, pour citer Sarah Ahmed. Comme participants, nous sommes affectés par la honte, mais comme observateurs, l'impact de la honte nous affecte. Si la honte blanche du racisme est ressentie, le sentiment d'expulser l'autre raciste du soi. Pour ne pas ressentir la culpabilité et maintenir une identité vide du stigmatisme. Nous savons cependant que son refus de l'expulsion continue à exercer une force psychique. C'est l'essentiel des sensibilités mélancoliques post-race. Le racisme a permis les murs de l'institution, anime les interactions avec une telle intensité pour qu'on ressentir de façon active, mais ne peut pas exprimer ses sentiments en raison de la déniabilité. La proximité partagée des politiques féministes et théories politiques ne permet pas aux collègues, à la collègue noire de se faire toucher. L'anti-noir, femme noire, sentiment racial est poussé à l'invisibilité parce que c'est trop perturbant. La visibilité, invisibilité, et c'est une relation de distance et de proximité au corps noir. Illustre que pour les racistes anti-noirs, nous sommes très familiers à rien très connu, l'anti-noir. Ça veut dire que nous sommes visibles, entendus, ressentis, touchés, compris et sensés comme des constructions de suprématie blanche. La théorie critique des races touche au noir, au corps noir, psyché noir. J'ai une présence dans l'incorporation, dans les programmes d'études. En fait, donner les cours sur le race et les racisme, il s'agit de l'isolement. Les collègues ne voient pas ce travail comme théorique et s'interrogent sur sa valeur. La touche du racisme rappelle aux racialisés comme blancs de leur place désignée comme bénéficiaires de ce que Charles Mill
appelle le contact racial. La touche du racisme dans les universités entraîne le dégoût, le mépris blanc et la violence anti-noire dans son sillage. Les camps noirs et la théorie originaire blanc-noir ne touchent même pas. Merci beaucoup pour cette présentation étonnante. Avant de vous parler, que vous pouvez poser des questions utilisant les clavardages ou les boîtes pour les réponses et questions. Et je poserai vos questions à Madame. Vous avez fait un excellent travail, Madame, en touchant comme on ressent le racisme chez les gens noirs et dans les universités et ailleurs. Et ça me fait réfléchir à la notion de toucher sur la tête. Beaucoup de fois, on éprouve le racisme et vous expliquez ça à vos collègues que l'incident, comment ça vous a fait sentir, on nous présente comme un type un peu fou, un peu folle. Quand vous éprouvez la chose, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Et le message, c'est que si vous me touchez la tête, c'est le message. Et comment vous le présentez? Vous internalisez cela. On pose des questions, vous interrogez sur l'expérience. Et c'est refait. Et ça veut dire, est-ce qu'on peut vraiment jouer ce film? Ça me mène à la première question de notre collègue dans l'association des étudiants noirs. La question qu'on se pose, comment est-ce que les professeurs et personnels noirs peuvent répondre au racisme noir quand les autres ne le voient pas comme raciste? C'est une très bonne question, de bonnes observations. C'est quelque chose que moi-même, j'ai des difficultés avec ça pendant des décennies. Et ce que vous dites est exact. Il faut du temps pour réfléchir à cela et puis revenir à cela. Ce document de présentation que je donnais une version abrégée, les gens que j'ai interviewés pensent à ce que ça veut dire vraiment. Donc, comment est-ce que les étudiants africains noirs peuvent être face à ce racisme? Je ne sais pas. Alors, je crois que, je veux dire, en répondant à cette question, le refus de ressentir cette racialisation, ça vient de la politique où on ne nous voit pas comme humains. Winter a parlé de cela. Parlons des marges de la vie humaine par le colonialisme et commence par l'atterrissage portugais au Sénégal, où l'argument que c'est vraiment une longue histoire. Elle parle également de continuation de la réponse qu'il n'y a pas de participants humains. Gordon King aux États-Unis, il y a bien des années, les études noires aux États-Unis, c'est ce que je pense souligne ce que nous ressentons. On n'est pas perçu comme aussi humain. Le refus, bien sûr, comme Angelo l'a dit, elle a parlé de la fragilité blanche. Ça a lieu lorsque le monde qui ont ressenti comme racialisés, les blancs racialisés, et les certitudes, en raison de ces questions, des entrevues, les pensent, ressentent la distance. Angelo dit que ce qui peut en suivre, c'est le refus, les silences, rien dire, éviter les détresses de la situation et la colère peut-être.
et les arguments, avouer la blâme et le reproche et la culpabilité, c'est la culture d'antiracisme noir peut mener à le refus. Si on prend le point de vue d'Angelo, c'est voulu le refus de passer dans le domaine du contrat ou les racialiser comme blancs pour avantager, pour éviter la touche. Les avantages sont acquis des gens qui peuvent ressentir avec nous. Ça vient du contrat racial et le refus de voir, d'échanger cela. Le refus de maintien aussi, pour que c'était une situation de privilège mondial. C'est bien différent de l'éducation. Les inflexions, d'après où ça a été produit, selon le Dr. Webb, préciser, répondre à la noirceur, nous avons accès à l'aspect social. Gordon parle de cela pour regarder le racisme et voir ses opérations et comprendre d'où cela vient. Nous devons avoir accès donc à la question de race critique, théorie coloniale, racisme noir, histoire noire. Quand vous ressentez le racisme, il faut faire quelque chose d'autre. Il faut prendre le risque de le nommer. Il faut le faire. Rien dire, ne pas agir, n'est pas une option pour nous maintenant. Pourquoi ce n'est pas une option? Parce qu'on ne nous demande pas. On laisse le racisme en place. Et puis, répondre aux sentiments, c'est déjà le monde colonial antiraciste. Pour accueillir les gens, je l'appelle un soulèvement, on l'appelle l'identification avec les colonialistes. On vous a dit que nos amis sensibles, ils sont sensibilisés. Il faut verbaliser la crise en nous-mêmes. Il faut verbaliser cela. Comment ça nous fait ressentir les choses. Et nous devons parler des sentiments. En faisant cela, nous parlons de la justice et on cherche les politiques qui nous rassemblent, qui nous réunissent. Le pouvoir dans nos sentiments non reconnus, c'est une ressource pour l'action, vers l'action. Pour reconnaître, il faut remarquer les allégations et rendre possible l'action politique. Angela Chen nous dit aussi que nous devons nous passer des greffes, du deuil aux plaintes, parler de l'action politique. Donc, la critique antiraciste n'est pas une option. On ne peut pas refuser de le faire par la paire. Au lieu de cela, il faut refuser l'institution. C'est cela que nous nous trouvons. Il faut trouver des foyers sécuritaires pour l'antiracisme. On peut engager le diagnostic antiracial. Et la raison de cela, c'est que parce que nous devons ressentir une partie de cela. Nous devons nous rappeler, on n'est que pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Merci de cela. Madame, il faut nommer cela, cette expérience, les expériences. Donc, l'exemple, passons à votre exemple qui partage les incidents lorsque les collègues noirs ont entendu cette conférence où il y avait une question de partager une salle avec un bureau avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas. La réponse qu'elle a reçue, quand elle a déposé cette plainte, on lui a dit qu'elle n'est pas raisonnable, que cette personne n'est pas raciste.
c'était pas une question de racisme du tout. Et ça indique, ça signale comment les institutions aux universités maintiennent le racisme anti-noir dans la discrimination dans les communautés. Pourquoi c'est tellement difficile pour les universités de s'engager à une transformation antiraciste et quelles sont les possibilités à déployer dans les situations où nous nous trouvons? Oui, bien sûr. C'est une très bonne question, merci. Merci aux membres du groupe qui ont soulevé cette question. Je pense commencer par en disant Thierry, qui a écrit un document publié sur ce qu'elle a dit dans cette présentation, c'est que le racisme, il ne s'agit pas d'éléments par hasard dans la société. Il a dit que ce racisme fait partie de beaucoup de sociétés et de groupes sociaux, et surtout, notamment, ceux qui sont colonialistes. Le racisme était normal. Ce racisme est un phénomène normal, comme colonialiste. Il faut garder ça à l'esprit. Toujours. Je ne lis pas cela. Les universités, le microcosme de la société. Si la société sont racistes, les universités aussi. L'engagement, s'engager à la transformation antiraciste, engageant une reconnaissance. On n'a qu'à le bout, le racisme, pour mener à la transformation. Il y a toujours des problèmes. Un de ces problèmes, c'est il faut convaincre les gens, la personne qui croit que le problème, c'est dans l'université et dans ces cercles universitaires. Il y a un idéologue qui continue de diriger par le mode blanc de parole et de protocole et de compréhension de théorie pour s'adresser à ces questions. Donc, nous-mêmes, nous sommes racialisés à l'intérieur de notre discours et des protocoles pour le génocide et le monde après. On voit ça dans la diversité et l'égalité et des organisations. Et la politique, par exemple, nous avons vu cela dans les universités, l'affirmation universelle de soutien. George faisait la perte de parole et les protocoles libéraux pour les anti-autochtones noirs, racisme, les initiatives et décolonisation. C'est la subversion, c'est idéologique selon la suite de 2020. On voit ça maintenant dans les guerres culturelles contre le racisme, antiracisme critique, les études aux États-Unis, en Allemagne, où nous avons une réaction massive parce que c'était perçu comme insurgence noire contre une suprématie blanche qu'on a mis au Royaume-Uni, l'intersectionnalité et racisme au Parlement, a discuté au Parlement en octobre. Et le problème, c'est l'éducation nationale de l'État, la qualité de l'éducation, et les gens qui sont noirs. Le gouvernement britannique a engagé une commission pour un noir. Le Royaume-Uni n'avait pas de racisme institutionnalisé. Et c'est une majorité blanche qui a parlé de l'équité des relations raciales. On a dit que la nation, le passé colonial
du pays devrait rester intact. Le gouvernement essaie de faire adopter une nouvelle loi de police qui criminalise la discrimination et continue de ne pas financer les secteurs sociaux en question. Passant aux États-Unis, on montre que les Afro-Américains, par les courriels, le sujet, on a besoin de votre aide. On se fait attaquer. Chers amis, à travers les États-Unis, la justice raciale se répand partout comme un feu sauvage. Le cadre vital, l'intersectionnalité et le racisme, et on essaie d'y tout fait, l'engagement de l'histoire de notre nation, objection des institutions commerciales, des universités, d'éducation qui doit décrire, écrire l'enseignement du racisme dans les écoles. Le projet de loi 1775 qui veut empêcher le sexisme à travers le climat. Ces exemples montrent que l'État travaille dur pour réinstituer la suprématie blanche dans les États. C'est peut-être déjà de l'histoire. Après les universités au Canada, ils ont émis une déclaration pour des modes de vie, des protocoles blancs, parce que, qu'est-ce que vous avez vu, en ce qui concerne les possibilités, il y a un pas en avant et deux pas en arrière. Dans le monde noir, il faut que les Noirs prennent responsabilité de l'antiracisme. Nous devons accepter la responsabilité, quoi que ce soit la suprématie blanche et le privilège racial qui souligne le racisme anti-noir systémique dans les institutions. Donc, on va accepter les questions des participants. J'ai plusieurs des questions déjà. Nous avons beaucoup de temps pour engager un entretien avec Madame Tate. Alors, posez vos questions, une question assez fréquente. Quand il s'agit du racisme dans le monde universitaire, nous avons des difficultés à fournir et prouver que ça existe, prouver que le racisme existe et a lieu parce que l'institution n'est pas présentée comme cela. Et ça, les gens touchés par le racisme sont traités comme un problème, pas comme Sorry about that. And as a problem, and un problème. Le racisme est traité comme une résolution de conflit, plutôt une mécompréhension. L'autre racialisé, c'est toujours précisé parce que l'université n'est pas faite pour faire ça. Comment on peut naviguer cet environnement hostile? Merci de cette question, de ces observations. Je les partage à fond. Je pense que beaucoup de collègues noirs partagent vos sentiments aussi. Vos sentiments. Et comment naviguer cette hostilité? C'est une question difficile, mais c'est lié à ce qu'on peut faire au sujet du racisme, la politique. Parce que une des choses que j'ai dû faire pour survivre dans l'environnement où je me trouvais au Royaume-Uni pendant 30 ans, c'est de me rendre compte que c'est l'institution, ma partenaire, je ne me trouvais pas à l'aise non plus.
à l'institution. Je me sentais pas à l'aise du tout avec mes collègues de plusieurs façons. Comment survivre? Comment survivre cela en dehors de l'institution, avec les gens avec qui je trouvais faire cause commune. Par exemple, une communauté noire. Pour la cantine d'HVN n'est pas vue comme le racisme noir et féministe noir. Un groupe de counseling féministe noir. Il faut trouver quelqu'un autre en dehors de notre institution. Dans notre institution, on n'est pas même distingué. Donc, il faut nous voir dans cet état de marginalisation. Le moment pour moi où je me suis rendu compte que j'étais marginalisé, c'était un moment puissant parce que je n'y attendais pas à obtenir quoi que ce soit. Je n'attendais pas à avoir des mentors, être appuyé. Je ne pensais pas. Je savais que c'était une inspiration pour moi pour d'écrire ce que je voulais. C'était le travail que j'ai commencé à beaucoup de décennies de réflexion en tant que femme noire. Donc, je crois que ce que nous devons faire, c'est trouver un mode de survivre. Il faut que nous devions non seulement penser à votre état d'esprit, mais penser à votre corps. Et il faut en parler. Racontez ce qui se passe. On ne peut pas dire que ça n'a pas arrivé. C'est ce qui s'est produit, c'est ce qui s'est passé chez nos collègues racialisés aussi. Si on ne croit pas, que vous causez une perturbation. Pourquoi est-ce que vous perturbez les choses? Et donc, je dirais là, il faut vraiment penser aux façons de vous protéger et de survivre. Parce que je n'ai pas trouvé forcément me nourrir de façon psychique et affective. Je n'ai pas trouvé ça. Bon, je pense que c'est vraiment une très bonne question en ce qui concerne la création des espaces sécuritaires et un réseau pour vous, pour votre santé mentale. On a encore deux questions. C'est la relation entre la racisme et la touche. Et la touche veut dire un peu folle et mais très positive aussi. Au travail que vous le voyez, le racisme anti-noir, invisible, fonctionne. Ça continue à bouger là. Donc, la question qui se pose, c'est que pour être touché, ça veut dire être un peu folle, mais être positive aussi. Et cette ambiguïté travaille de la façon que les orgues noirs, l'antiracisme noir fonctionne. Si on vous faites toucher d'une façon positive, ça veut dire que vous commencez à comprendre selon l'autre racialisé. Et donc, je vois cela comme étant un mouvement positif. En avant, se faire toucher par la souffrance d'un autre. C'est comme, d'ailleurs, c'est ça l'antiracisme aussi. Et un mouvement rétrospectif pour identifier ce que nous
supportant, plutôt que d'interroger, de contester cela et de douter le racisme noir. On est fou, ça ne semble pas bien. Mike est un bon type. Pourquoi est-ce qu'elle a ça dans la vie? Il est comme ça avec tout le monde. C'est dans sa tête, vraiment. On peut avoir ce genre d'observation à votre sujet, mes collègues est toujours exclu de la socialité, l'amitié. Et on vous offre l'amitié. Il y a autre question. Bonjour, Madame Tate. Quand je regardais votre présentation, je réfléchissais au dégoût et au mépris. Et puis, on semble avoir le droit de toucher les gens noirs, toucher leurs cheveux. Et quand je pense à un mot plus précis, sur l'antiracisme noir, que pensez-vous qui se passe quand il s'agit des relations entre la racisme et la touche? Oui, bien sûr, une chose qui se présente, un exemple, toucher aux cheveux noirs, des noirs. On touche à ses cheveux en général, mais les enfants noirs se font toucher les cheveux. C'est un genre de distanciation en même temps. Et c'est par la proximité. Je ne sais pas comment. Il y a des gens qui sont condescendants pour montrer que vous êtes différent des autres, racialisés et blancs. La différence, c'est un genre de discrimination. Toucher un cheveu ou la tête de cheveux, le cuir chevelu, c'est déjà un genre de réclamer comme leur propriété. Quand vous dites non, ne touchez pas mes cheveux, vous êtes agressif. On voulait seulement voir comment ça ressentait les cheveux. Je voulais dire aussi, on m'a dit, je voulais voir que c'était comme des brillos, je voulais voir que c'était comme le brillo. C'est doux, c'est étonnant. Il s'agit de la distanciation, de la proximité en même temps. La proximité, la subjugation, c'est différent. Merci. Nommer et de parler et ne se pas tenir tranquille quand on se trouve dans ce contexte. Et est-ce que c'est humiliant? Oui, et c'est un problème massif. Je le comprends tout à fait. Pendant bien des années, c'est pas que je refusais de faire cela à l'extérieur de l'institution. Quand vous commencez, quand vous êtes professeur adjoint au Royaume-Uni, je donne des conférences comme conférencière en fin de l'hiérarchie, au fond de l'hiérarchie. Vous savez que s'il fallait faire, encore une fois, c'est comme la permanence du poste. Vous avez une profession. Dans ces 3 années, on ne peut pas dire des choses comme l'expérience incroyable de racisme dans cette institution. Pourquoi? Parce qu'ils trouveront donc une raison de passer à travers l'approbation pour la promotion. Un collègue ne donne pas, fait pas des services. On maintient votre profession. On ne peut pas vous congédier, mais ne pas vous garder à l'endroit où vous devriez vous trouver. C'est un professeur associé.
dans cette institution parce que j'ai décidé de m'exprimer. Je n'étais pas la personne préférée de qui que ce soit, de mes collègues, parce que je parlais. Je pourrais être un professeur, un titulaire, mais dans la même année, on m'a dit ce que vous avez demandé. Dans la même année, on m'a donné un poste de professeur en Afrique du Sud. Ce que je dis, qu'il y a toujours un risque, un danger que vous devez être, auquel vous devez être sensible. À ce moment, de façon franche et directe. Donc, si vous écrivez quoi que ce soit là-dessus, un article, et le faire publier, et vous pouvez acquérir de bons points sur votre résumé. Il ne faut pas se mettre en danger. Si ça ne vous ennuie pas de vous mettre en danger, et vous prenez les actions nécessaires. De toute façon, je crois qu'on devrait pratiquer cela, de parler en dehors de l'institution. Pratiquer cela à l'extérieur vous le rend plus facile de rester. Merci beaucoup, Shirley. C'est quelque chose un problème pour tout le monde. Comment citer nos expériences dans les institutions. On va passer maintenant à la prochaine question. Au Canada, voyez-vous les mêmes indicateurs de réaction contre l'antiracisme, comme M. Kenshaw l'a dit aux États-Unis, comment contrer cette tendance? J'ai pas vu cela au Canada. Je ne connais pas la scène canadienne aussi bien que les autres, aux États-Unis, par exemple, mais ça ne me surprendrait pas que ça existerait ici aussi. Ça semble être un genre de euro-nord-américaine, euro-nord-américaine. Et c'est passé au Royaume-Uni et ça fait le cercle maintenant. Je crois que ça existe au Canada. Mais ça me mène aux questions, une des questions au sujet de l'éducation postsecondaire supérieure liée à ce genre de choses. Je pense que quelqu'un comme Walter Mignola peut être intéressant pour cette question. Il parle de quelque chose que nous devrions engager de façon au sujet du racisme, les réponses politiques, culturelles, sociales, à ce que nous voyons dans ce genre de situation, dans les guerres culturelles. Et cette réponse aux institutions systémiques, il faut penser au lien au colonialisme et au capitalisme, au libéralisme, selon Walter Mignola. Et quelque chose d'autre qu'il faut considérer, c'est le racisme lui-même. Il faut le voir comme, non pas forcément, un racisme dans l'ignorance, mais il s'agit de groupes puissants, les intérêts des pouvoirs de groupes. La suprématie blanche, on voit toujours dans les continuations, dans le colonialisme des colons blancs, dans le monde postcolonial. Par exemple, on sait que un activisme noir aux États-Unis longtemps, mais une rétraction contre là maintenant, une érosion de cela. Selon, je le sais bien, nous avons
des exemples d'anti-eurocentrisme dans les universités. Nous avons d'autres exemples, par exemple, l'africanisation dans les universités et les politiques d'action dans les universités. On peut penser au sud mondial et aussi bien que le nord. En Afrique, on parle, par exemple, on demande de l'africanisation. C'est un résultat direct de décolonisation de ces pays qui se poursuit. Et dirigé par les étudiants, encore une fois, dirigé par les étudiants, les politiques d'action au Brésil visent les étudiants qui sont noirs, autochtones, colombola, et passent à l'université. Et ces groupes noirs et colombiens au Brésil sont les sous-représentés. Donc, on voit des exemples de cela, ce qu'on peut faire. Quel est l'état de l'action universitaire des étudiants répondant aux injustices systémiques? Comme Medina, par exemple, on parle de la colonialité, de l'injustice systémique, accès inégal. On sait ça au Canada. Nous l'avons déjà à travers l'Europe. Donc, aussi bien ce qui compte comme connaissance, la marginalisation de discipline. Et Medina proposait qu'on pourrait faire engager la systémique. Il ne s'agit pas de résistance. Il faut une résistance en masse. Il faut le faire systémique. On peut, par exemple, en Afrique du Sud, après l'épidémie, les programmes. Une résistance systémique, ça veut dire que nous devons avoir des ressources systémiques selon les normes. Il faut miner les normes et la fonction oppressive, les structures d'oppression. Il s'agit de travailler, il faut travailler. Il faut toujours travailler. Merci. On est presque à la fin de la séance. Je pose une dernière question. Et là, il s'agit comment les générations peuvent naviguer cette Black Lives Matter et les jeunes générations. Est-ce qu'il est juste de s'attendre à ce que les jeunes changent le monde? Oui, je crois que c'est une très bonne question. Nous envisageons pour les jeunes, mais je crois que nous devons faire quelque chose d'autre. Il faut reconnaître qu'il faut que nous fassions effectivement les changements. Toutes les générations, aucun n'est exonéré de cela. J'ai fait ma partie, moi, c'est terminé, je m'en fais. C'est toujours un rôle pour nous tous. On peut faire quelque chose pour l'antiracisme, pour l'action antiraciste dans le monde universitaire ou à l'extérieur. On ne peut pas dire je me fais arrêter, il faut faire des marches, mais si on croit qu'il faut s'y rendre, donc il faut le faire. L'âge ne compte pas. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que les jeunes fassent l'essentiel de prendre les risques. Nous avons toujours aussi un rôle à jouer. Thank you so much. Merci beaucoup, Madame Tate. Merci de vos questions, de votre participation à cet entretien au nom de tout le monde. Merci beaucoup, Madame Tate, pour votre travail extraordinaire.
et de cet entretien. Et merci aux commanditaires et le Conseil des sciences humaines et des étudiants noirs et la Fondation canadienne de l'innovation pour l'appui généreux. Si vous laissez avoir le texte de la présentation, Madame Kate, ce sera disponible en ligne le 31 mai à 16 h. Candy Mellon, professeur de l'humanité et directeur fondateur de recherche, parlera au sujet de comment être antiraciste. On a eu un concours pour les essais. Vous trouvez ça à la plateforme du Congrès. Vous trouvez aussi des vidéos de nos conférences récentes sur l'expérience noire dans le monde universitaire. Merci de votre participation et prenez soin de vous et passez un bon congrès.